Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Beaver left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 382 du podcast Jean Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL. À mes côtés, cette semaine, il y a Raphaël Masmejean. Raphaël, bonjour. Salut à tous. Raphaël et uniquement Raphaël, c'est binôme cette semaine. Nous avons un partenaire cette semaine. L'émission vous est présentée par l'agence immobilière Domis, spécialiste de l'investissement immobilier à Montpellier depuis plus de 20 ans. Vous les retrouvez sur domis.com et dans leur agence évidemment, et c'est un grand plaisir pour nous parce que Laurent, le fondateur de l'agence, nous écoute et qu'il a utilisé Tipeee avec la contrepartie partenaire. C'est le premier à l'utiliser sur Tipeee, donc grand plaisir. Ils seront partenaires de 2 émissions. Je vous rappelle le nom de l'agence, ça s'appelle Domis, D-O-M-I-S. Encore une fois, leur site internet c'est domis.com et vous pouvez les retrouver sur Montpellier pour si vous avez des besoins en immobilier. Les Chiefs qui battent encore un favori, les Titans en puissance, les Patriots à la débrouille, tout ça et tous les autres matchs de la semaine 12 et c'est parti pour un nouveau débrief, Raphaël. Salut, c'est Laurent du Journée Tardif en direct de Miami et vous écoutez Touchdown Actu. Buccaneers 24, Chiefs 27, c'était l'affiche de la semaine évidemment, score serré mais pas un match si serré que ça. Kansas City qui commence par un 17-0, Tampa qui revient en fin de rencontre, mais quand ils se sont rapprochés à 3 points, les Chiefs ont mangé les 4 minutes restantes et Tom Brady n'a jamais revu le ballon. Raphaël, est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait que les Chiefs n'aient pas atomisé entièrement les Buccaneers ? Non, je crois qu'il faut pas s'en inquiéter plus que de raison. On fait partie tous les deux, j'ai l'impression, de cette école qui a une grande confiance envers les Chiefs, de cette partie des observateurs fans à ce niveau-là. Donc pour moi, ils ont encore fait preuve de toute leur qualité, de tout leur talent sur ce match, notamment en première mi-temps avec vraiment cet enchaînement de 17 points. C'est ce Tyreek Hill absolument inarrêtable qui a fait vivre une sale soirée aux défenseurs adverses. Et puis, t'as ce dernier drive aussi comme tout d'un symbole où finalement ils arrivent à garder la balle plus de 4 minutes en utilisant le jeu au sol qui jusque-là avait été très peu utilisé mais qui finit par marcher sur ce drive au bon moment quand il faut parce que à mon avis il y a les bons jeux appelés par Bignemi et Reed parce que tout ça. Donc moi je suis pas inquiet et je pense que c'est encore une bien belle victoire des Chiefs et que le score est presque pas flatteur, peut-être pas pour Tampa Bay mais qui ne montre pas forcément l'écart qu'il y a vraiment entre les deux équipes à l'heure actuelle. Ouais, et parce que on a quand même un Tyreek Hill, ce démarrage incroyable, il y a 200 yards dans le premier quart pour Tyreek Hill, Carlton Davis, qu'on voyait quand même comme un bon cornerback au début de la saison, qui s'est fait mais massacrer en homme à homme comme pas permis. Il se calme évidemment après. Patrick Mahomes démarre aussi très très fort. Après, il joue un peu plus sur les intermédiaires. C'est un peu plus dur en deuxième mi-temps. Et puis, il y a les actions qu'il faut à la fin. Il finit à 462 yards et 3 touchdowns quand même. Ce qui est quand même une fiche 462 yards dont on parle. C'est stratosphérique. Et en fait, les mecs ont tellement banalisé l'impensable que les gens pinaillent et te disent ouais mais tu vois on n'est pas dans Madden quoi, ils ont punté 3 fois, alors oui ils ont punté 3 fois mais si on attend d'eux qui marchent sur toutes les actions c'est pas faut être quand même raisonnable et le fait est que dans le contexte où ils sont face à une bonne défense qui est quand même une bonne défense ils les ont massacrés pendant une bonne partie du match. Derrière, il lève un peu le pied. Mais tu vois, dans les faits, tu peux pas jouer comme ça 60 minutes. Donc évidemment qu'ils ressemblent à un favori et qu'ils sont ultra favoris. Ils sont dans leur monde, là, au moment où on se parle. Ouais, moi je te rejoins. Je les vois vraiment très, très favoris. Comme tu dis, les gens pinaillent un peu. Oui, t'as cette ligne offensive qui est loin d'être la meilleure, qui par exemple, sur ce match, cause au moins 5 pénalités de tête. D'ailleurs, il y a un drive où il y a une série
qui finit par un punt où il y a 3 pénalités offensives de suite à cause de la ligne. Donc là aussi, tu peux te dire, ça va peut-être pas arriver tous les matchs que la ligne offensive fasse ça. T'as une ligne défensive peut-être moins forte sur le pass rush que les saisons précédentes. T'as les matchs de Chris Jones et Frank Clark, mais je te rejoins totalement. Pour moi, ils sont vraiment au-dessus par cette capacité à dégommer l'adversaire très rapidement quand ils le veulent, quand ils le souhaitent. Et pour le moment, je vois pas grand monde capable de leur poser problème, si ce n'est ce petit match-up qui pourrait être très intéressant entre la ligne défensive des Steelers et la ligne offensive des Chiefs qui pourrait perturber Mahomes. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est un peu le seul ingrédient dans la ligue qui me fait peur pour les Chiefs. Sinon... c'est ça, clairement, si on dit qu'ils sont dans leur monde et qu'ils sont les ultra favoris et qu'il y a tout le reste de la NFL derrière, évidemment, tu penses Pittsburgh parce que 10-0, invaincu, etc. Mais... tu vois, dans les faits, même si Pittsburgh est très 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 bon, il n'y a pas cette accélération possible à tout moment, même s'ils ont des playmakers et que Ben Roethlisberger est à nouveau solide, même s'ils ont une bonne défense. Mais voilà, encore une fois, on pinaille, on en est à un point où on demande aux Chiefs d'être quasiment parfaits et de tout faire à la perfection. Non, ils sont super forts, ils sont très bons. Ils ont une défense qui pose parfois question et qui pourrait être meilleur évidemment, mais au bout d'un moment on peut pas tout avoir, sinon ce serait pas du jeu. C'est pour ça qu'il y a un salary cap, c'est pour ça qu'il y a tout ça. Donc ils ont une défense qui intercepte quand même 2 fois Tom Brady, ce qui est pas rien, et sur le différentiel des ballons perdus, ils sont à +9, ils sont 3e dans la ligue. Je crois d'ailleurs que Pittsburgh est premier. Mais voilà, ils sont très bons. Sur la défense, évidemment ça pourrait être mieux, mais ils ont cette tendance à quand même faire les actions qu'il faut. Et ils peuvent encore monter en puissance d'ici les playoffs comme ils l'ont fait l'an dernier. C'est ça, c'est leur stratégie défensive. Et d'ailleurs, c'est même une stratégie défensive qui pourrait un peu... donc qui est coachée par Steve Spagnuolo et qui pourrait rappeler un peu aux fans des Giants les défenses de New York lors du Super Bowl, qui étaient pas toujours des défenses ultra dominantes et qui tenaient les adversaires sous 15 points, mais par contre qui était une défense qui, par le pass rush, avait la capacité de faire des big plays avec des sacs, tout ça. Et cette équipe des Chiefs, là ça se voit un peu moins sur la pression, sur les quarterback hits, tout ça, mais ça se voit beaucoup plus sur les interceptions. Ils ont cette capacité à faire des big plays. Et comme tu dis, c'était le cas de Jalen. En fait, l'an dernier, déjà, ils sont à une défaite sur leurs 20 derniers matchs, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est une équipe qui, déjà, l'an dernier, ne faisait pas tout le temps des matchs complets 60 minutes, qui démarrait un peu plus lentement. Les matchs en playoff, ils étaient souvent derrière au score et puis remontaient. Voilà, c'est un peu leur style. Alors, certains, ils voient de la suffisance, d'autres, ils voient une équipe pas parfaite. Effectivement, on peut un peu voir tout ça, mais... le fait est que en jouant comme ça, ils sont quasiment invaincus depuis 20 matchs, depuis un an. Donc c'est difficile de pas les voir comme favoris, difficile de voir pourquoi ils s'effondreraient à ce moment-là plus qu'un autre. Et puis parce que ils sont portés par un Patrick Mahomes qui marche sur l'eau, on peut presque le dire. Ouais, et on se posait la question un peu avant l'émission. Est-ce qu'en 10 ans d'émission, on a vu un mec aussi fort, aussi facile, aussi fort quoi? Non. J'ai pas l'impression d'avoir vu un quarterback à ce niveau en 10 ans d'émission. Ah bah moi je suis totalement d'accord avec toi. J'ai pas cette impression et surtout je l'ai pas après 2 ans dans la ligue. Enfin c'est quand même... On peut faire à peu près ce qu'on peut repasser tous les quarterbacks à la moulinette. Je n'ai pas souvenir qu'un quarterback, après 2 saisons sur le terrain, soit aussi fort et aussi mature dans son jeu et avec un jeu aussi proche de la perfection, ou en tout cas avec tellement peu de défauts au bout de 2 ans. Enfin, Et, en fait, si tu regardes, parce que qu'on me dise pas, tu vois, culture de l'instant, non, là je vous parle depuis 1 an. C'est-à-dire que je suis en train de regarder, le mec est à 30 touchdowns cette saison. Et l'année dernière il a 26 parce qu'il manque quelques matchs, et il est à 50 sur l'année d'avant, donc il est à 106 touchdowns pour 18 interceptions pour 19 interceptions sur les 3 dernières saisons. C'est délirant. Enfin, tout est dit. Alors bien sûr le jeu actuel de la ligue favorise l'attaque aérienne, donc forcément il va lancer plus de touchdowns qu'à une époque, mais là on est à des niveaux vraiment très très élevés. Et forcément, en tant que les Chiefs sont le meilleur quarterback de la ligue à ce niveau-là, et que c'est au poste le plus important, ça va être, même si c'est un sport d'équipe, tout ça, et on aime le dire, tu peux pas les mettre difficilement ailleurs que favoris.
franchement, pour l'instant, on est sur un début, enfin sur un truc prometteur, phénoménal, générationnel, à la LeBron ou à la Nadal ou je suis d'accord avec comme toi. ça. Le mec peut lancer dans tous les, il a une puissance de bras, il peut lancer n'importe comment, en il sait mouvement, courir mais quand s'il il faut. lance en mouvement, enfin c'est ça. Et puis il sait même aller chercher des trucs au sol quand il faut. Enfin, il est incroyable. Donc ça, voilà. Donc oui, aujourd'hui, les Chiefs sont quand même dans leur monde, rien que sur le fait qu'ils sont le meilleur quarterback du monde. Donc c'est quand même déjà quelque chose. Est-ce que c'est plus inquiétant pour les Buccaneers? Ils sont à 3 défaites en 4 matchs. Ils ont perdu contre les Chiefs, les Rams et les Saints, qui sont aussi des prétendants. Et une attaque qui continue d'avoir du mal à rentrer dans les matchs. Et des questions qui se posent maintenant, c'est est-ce que Brady et Bruce Arians compatibles ou est-ce que Bruce Arians et Brady compatibles? Ouais, tu demandais si c'est inquiétant, j'ai envie de te dire oui et non. Non, dans le sens qu'on savait que ça allait être une attaque qui aurait besoin de trouver son rythme avec un nouveau quarterback, avec des nouveaux joueurs sur la ligne offensive, tout ça, que l'alchimie devrait prendre entre Brady et Bruce Arians. Donc là-dessus, on savait qu'il y aurait du rodage, ça l'est encore. Peut-être qu'on s'attendait à ce que ce soit un peu mieux en semaine 12 ou pas, chacun se fera son avis, mais voilà. Par contre, là où effectivement on peut aussi répondre oui, c'est un peu inquiétant, c'est qu'on a le sentiment, et de mémoire c'est donc Tony Romo qui disait ça cette semaine, que Brady n'est pas forcément très bien utilisé dans cette attaque, qu'on lui demande quand même beaucoup de faire de lancer en profondeur, d'utiliser la verticalité. Alors ça s'entend parce que tu as quand même une escouade de receveurs avec Chris Godwin, Mike Evans, tu as envie d'utiliser leur qualité, leur vitesse, tout ça, enfin, c'est normal. Mais d'un autre côté, le Brady qu'on voyait depuis 2 saisons à New England, et surtout une dernière saison un peu compliquée parce qu'il n'avait pas de receveur, c'était malgré tout un quarterback qui faisait très bien avancer son équipe avec un jeu de passes courtes, très rythmé, tout ça. Et ça, pour le moment, Bruce Arians n'arrive pas à lui faire... Enfin, n'arrive pas ou ne veut pas l'utiliser comme ça. Et du coup, tu as un Tom Brady qui est surutilisé, notamment dans la profondeur. Et je pense à sa première interception qui est sur une passe en profondeur, qui est mal dosée, tout ça, mais parce que peut-être qu'au bout d'un moment aussi, à force de ne jouer que là-dessus, t'oublies les screen pass, t'oublies des play action, et ça coûte, à mon avis, à cette attaque. Ouais, il y a une stat qui montre bien quand même que Brady n'est pas tout à fait dans son registre, c'est qu'il est déjà à 11 interceptions en 12 matchs. Sa pire saison, il y a eu 3 saisons où il a ce total-là, mais son pire total d'interceptions sur une saison, c'est 14. C'était en 2002, 2004 et 2005. Depuis 2010, il avait connu que 3 saisons à plus de 10 interceptions. Mais donc le pire qu'il ait fait, c'est 14. Là, il est à 11 en 12 matchs, donc il est bien parti pour dépasser son pire total. Évidemment, il y a une part de vieillissement normal, voilà, mais ça montre qu'il joue pas dans son registre, donc c'est une question qui se pose, et je pense que ça va être un peu ça passe ou ça casse jusqu'au bout, parce que je vois pas rien se changer. Il a pas changé pour Carson Palmer, il a pas changé pour tous les autres, il a pas changé pour Jameis Winston quand Jameis Winston on l'envoyait dans tous les sens, donc je pense que ça va être un peu ça passe ou ça casse. Ils ont un calendrier qui leur permet, il y a quelques matchs pièges contre les Falcons notamment, mais qui leur permet a priori de rallier les playoffs. Mais en playoffs, faire ça 4 matchs de suite, parce qu'on rappelle qu'il n'y a qu'une seule équipe qui a la semaine de repos maintenant, donc il va falloir faire wildcard, divisional conference et Super Bowl éventuellement pour aller au bout. J'ai peur que j'ai peur que ce soit compliqué de faire passer ça 4 matchs de suite. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est ça. Alors on va pas dire que c'est impossible parce qu'on connaît la bête, j'ai envie de dire, en situation playoff, tout ça, et qu'il y a quand même une défense solide et que tout peut progresser, donc voilà, et bien sûr que c'est pas impossible, mais forcément ça pose question par cette capacité d'adaptation de Bruce Arians. Et on peut aussi soulever d'autres points, un jeu au sol qui est quand même utilisé avec beaucoup de parcimonie, pas toujours de manière très efficace, des tight ends, alors c'est un peu mieux avec Rob Gronkowski, mais qui n'ont jamais explosé sous les modèles Arians, on va dire. Donc voilà, toutes ces petites choses font que y a encore du travail côté Tampa Bay, c'est loin d'être fini tout ça, mais que à l'heure actuelle ils sont pas les yeux dans les yeux avec les Chiefs par exemple. Clairement. Colts 26, Titans 45. La revanche de la défaite des Titans un jeudi soir. Et quelle revanche? Derrick Henry 178 yards au sol, A.J. Brown 4 réceptions, 98 yards, un touchdown. Et puis Tennessee qui a roulé sur Indianapolis, un match partout sur la saison. Après un match gagné par chacune de ces équipes, laquelle est la meilleure dans cette AFC Sud? Les Titans, j'ai envie de te dire les Titans parce que là ils font une vraie démonstration, et je pense aussi ils sont supérieurs parce qu'ils ont plus d'armes en attaque, ils ont une meilleure attaque de manière générale.
C'est ce qu'on avait un peu vu en début de saison avec une équipe de Tennessee qui avait sorti plusieurs belles prestations offensives et qui a eu un peu un coup de mou, notamment après leur semaine blanche, Covid, tout ça. Là, on a vu tout a été remis en place à ce niveau-là. On a un Derrick Henry très utile et qui, du coup, cette menace constante au sol permet à Tannehill d'enchaîner des play-action, de vraiment déborder ses adversaires sur ça. Il est très bien utilisé là-dessus. Donc, ça avait été aussi un peu un des facteurs X qu'on donnait de ces Titans, mais à partir du moment où c'est une équipe qui arrive, contrairement peut-être à l'an dernier, à marquer 30-35 points régulièrement, ça lui fait vraiment passer un cap. Et à ce titre-là, pour moi, il commence vraiment à être la 3e place forte en AFC, j'ai envie de dire. Non, mais clairement, je te rejoins sur le 3e place forte parce que même si leur défense me paraît un peu plus suspecte par moment, t'as Henry, Brand, Tannehill, quoi, ce trio-là en attaque. Si on prend l'opposition directe avec les Colts, ça veut dire que t'as le meilleur quarterback, le meilleur coureur et le meilleur receveur. Et AJ Brown, je me régale à le voir jouer toutes les semaines, c'est monstrueux. Incroyable. Et alors que les Colts en face, ils affichent leurs limites, quoi. On est en semaine 12 et maintenant on sait vraiment ce qu'on a, c'est-à-dire une attaque et une équipe en général. C'est-à-dire que là il manque de Forrest Buckner, il manque Jonathan Taylor, oui, mais dans les faits, pour aller loin et pour aller en playoff, tu auras des problèmes. Ces mecs-là ils vont peut-être se blesser ou des choses comme ça, et dans les faits, encore une fois, pour que Indianapolis gagne, il faut que ce soit comme au match aller, c'est-à-dire que tout se passe bien. C'est-à-dire qu'il faut que le jeu au sol marche, il faut que la défense fasse des stops ou gratte des ballons et que Rivers soit dans un fauteuil pour faire son taf. Et quand c'est pas le cas, si tu arrives à perturber un de ces trucs-là, tu vois les limites d'Indianapolis, qui est une bonne équipe, mais sans plus. Et je sais pas pour toi, mais c'est difficile de les voir gagner. Ils sont encore largement qualifiables pour les playoffs, donc ils vont être en wildcard, mais je les vois pas en gagner plus. Enfin, ils peuvent en prendre 1, 2, mais ils peuvent pas gagner 3 fois de suite avec une équipe limitée comme ça. Je te rejoins, je les vois pas faire de run en playoff pour les raisons que tu as mentionnées en partie. Hein. C'est une bonne équipe de la ligue, mais il n'y a pas de honte aussi à voir que c'est une bonne équipe de la ligue, mais pas une très bonne équipe dans cette ligue. Forcément, ça arrive, hein, tout le monde peut pas être excellent. Parce que, comme tu dis, il faut que tout se passe bien. Le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup d'irrégularités sur la position de receveur. On a une attaque qui, globalement, n'est pas toujours très équilibrée. On demande des fois beaucoup trop à Philip Rivers, c'est peut-être pas assez au sol. Enfin, voilà. Alors, dans ce match, c'est forcément un peu particulier parce qu'ils prennent vite du retard. Donc, tu as tendance à forcément enchaîner sur la passe. Voilà. Mais globalement, depuis le début de la saison, c'est une remarque qu'on a fait à plusieurs reprises. Et en défense, il manque peut-être 1 ou 2 vrais playmakers, un peu à la Tyrann Mathieu côté Chiefs, à la TJ Watt côté Steelers, et que les Colts n'ont pas encore suffisamment, en dehors de Leonard, et encore, même Leonard, il baisse un peu de régime. Voilà, donc quelques trous. Après, l'avantage, il y a une base solide, ils savent les axes à travailler, mais comme toi, je les vois pas faire beaucoup mieux en playoff. Et puis tu vois, quand tu y penses, pour gagner en playoff, il te faut plein de playmakers en fait, parce qu'il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont être neutralisés sur un match et tu vas en avoir un qui va sortir du truc. Donc là, tu as Tannehill, Henry, Brand, et tu vois qu'ils peuvent frapper de manière différente. Les Colts, qui va frapper en fait au bout d'un moment en playoff, tu vois, si Rivers est bloqué ou que le jeu au sol, il n'y a pas vraiment un mec qui fait peur et qui va te... Non, on parlait des Chiefs, les Chiefs ils ont Mahomes, très bien, mais ils ont Tyreek Hill et Travis Kelce qui sont au moment où on se parle le 2e et le 3e receveur de la NFL en termes de yards gagnés. C'est ça. Donc, mais les Colts, voilà, là ça manque, alors que les Titans, au mois de janvier, dans le froid, tu vas devoir aller au mastic pour essayer de stopper un Derrick Henry qui te fout les jetons au sol, et puis si tu y arrives pas, si tu y arrives, il faudra aller stopper un AJ Brown qui lui aussi est une armoire et va te mettre des coups dans le froid, enfin... Voilà, et ça, les Colts ont pas vraiment. Derrick Henry, s'il termine meilleur coureur cette année, il est bien parti. Ce sera la première fois qu'un joueur fait le doublé de meilleur coureur depuis la Denian Tomlinson en 2007. Adrian Peterson, même lui, n'avait pas réussi à le faire. Patriots 20, Cardinals 17. New England qui gagne sur un field goal en toute fin de match de Nick Folk à 51 yards. Victoire improbable statistiquement, 179 yards pour l'attaque des Pats, 2 interceptions pour Newton. Il a gagné que 84 yards au sol, tu vois, tellement habitué à ce qu'on se soit plus au sol, dans les airs donc, pour Cam Newton. C'est ultra limité en attaque, mais il y a des très bonnes équipes spéciales, des bons retours, un kicker qui fait le boulot et tout ça. Donc grosse victoire collective de New England, mais disons qu'il va falloir se poser des questions pour la suite au poste de quarterback, en tout cas à l'avenir, puisque a priori, vu que ça joue la gagne, Cam Newton il est là parce qu'il est le meilleur et qu'il n'y a pas mieux derrière lui. Oui, ça, je pense aussi. Belichick joue la gagne. Donc, si c'est Cam Newton qui est titulaire semaine après semaine, c'est que c'est Cam Newton le meilleur, clairement aux entraînements et même pour faire gagner cette équipe.
comme tu dis, c'est vraiment une victoire là de collective parce que tu as une défense qui a été très, très costaud sur l'ensemble des lignes. Je pense notamment, on en parle peu, mais un defensive tackle comme Lawrence Guy sur la ligne défensive qui a été très précieux, avec notamment où il a un gros rôle sur la 4e tentative des Cardinals ratée en goal line. Un Chase Winovich aussi qui est sorti en termes de pass rush, tout ça. Et puis les équipes spéciales, encore une fois, comme souvent d'ailleurs à New England, les équipes spéciales de bon niveau. On a un retour de punt qui aurait dû être un touchdown annulé pour pas grand-chose, bref. Et tant mieux, parce que tu l'as dit, mais l'attaque est beaucoup trop caricaturale, parce qu'elle n'avance plus qu'au sol. Le problème, c'est que du coup, les défenses adverses blindent la boîte, donc c'est de plus en plus compliqué d'avancer au sol. Et quand il faut passer dans les airs, Cam Newton est en difficulté face aux blitz. Et en plus, même quand il arrive à quelquefois bien lire le blitz adverse ou à s'en sortir, soit ses passes sont mauvaises, soit ses receveurs ne font tout simplement pas la différence. Donc c'est très très compliqué d'avancer la balle pour New England. Donc comme tu dis, il y a des questions au poste de quarterback. Que faire en fin de saison? C'est un bilan équilibré, tout ça. Bon, c'est pas facile. Les 3 seuls mecs qui captent des ballons pour New England, c'est Jacoby Myers, Damiere Byrd et James White. Clairement, encore une fois, il va falloir drafter un mec, il va falloir couver quelqu'un, espérer un free agent, je sais pas. Et en plus, James White, c'est un coureur qui sort du backfield pour la réception, donc tu peux même te dire que tu as vraiment 2 receveurs de métier qui dans le plan de jeu font de la réception. Donc c'est... Ah non, mais c'est dramatique, cette attaque, c'est quand même une bouillie à regarder, mais bon, ils font avec les moyens du bord, et encore une fois, tu l'as dit, ils se reposent sur une très bonne défense. Kyler Murray, un peu limité, alors lui, il a dit qu'il n'était pas gêné, mais touché à l'épaule ces derniers temps, limité à 31 yards au sol, je crois même qu'il était en négatif sur les yards, ou à seulement 2 yards, je crois, à la mi-temps, et quand tout ça se ferme, il n'y a plus beaucoup de solutions pour les Cardinals, puisque même ces coureurs n'ont pas vraiment existé, c'est tout le jeu au sol qui s'effondre avec lui, en fait. C'est ça, il y a un vrai problème pour le moment, en tout cas que Cliff Kingsbury n'a pas encore totalement résolu dans l'attaque des Cardinals, c'est comment faire avancer cette attaque quand Kyler Murray ne sort pas de la poche. Parce que j'ai plus la stat en tête, mais de mémoire, depuis le début de saison, à chaque fois que Kyler Murray court plus de 7 ou 8 fois, les Cardinals gagnent le match. Enfin, il y a une stat comme ça à un moment qui passait. Parce que voilà, cette attaque pour le moment vit vraiment par les actions de Kyler Murray et les big plays viennent souvent de là, etc. Et je pense que Kingsbury doit trouver la solution pour que son équipe puisse gagner avec un Murray qui reste dans sa poche beaucoup plus souvent, avec un Murray qui ne s'échappe pas comme ça. Et pour ça, à mon avis, il n'y a pas 30 solutions. Il faut tenter plus de passes vers DeAndre Hopkins. Il faut tenter plus de, comme les Américains l'appellent, de lancer dans des fenêtres serrées. Ne pas avoir peur. Ce que fait par exemple souvent un Russell Wilson, c'est lancer la balle vers son receveur, même s'il a l'air couvert, parce que ton receveur doit aussi pouvoir faire la différence. Et je pense que quand tu as un DeAndre Hopkins, typiquement, tu peux lancer un 1 contre 1 avec Hopkins en te disant il va prendre le dessus sur son adversaire. Et ça, c'est vrai que Kyler Murray et son attaque, pour le moment, c'est très... J'attends vraiment que mon receveur soit tout seul au milieu du désert pour lui envoyer la balle. Et faut qu'il passe un cap là-dessus, faut qu'il lise mieux les blitz. Donc, ils ont les axes, faut juste faire maintenant. Oui, et puis il y a vraiment un truc entre les deux, entre le receveur totalement ouvert et ce que tu disais, le 1 contre 1, sans aller jusqu'au 1 contre 1. Il y a vraiment ce timing caractéristique des joueurs NFL de lancer le ballon au moment où le mec est pas tout à fait ouvert, mais qu'il le sera au moment où le ballon arrive. C'est-à-dire que c'est vraiment lui mettre dans l'endroit où il va être ouvert aussi. Et ça, c'est l'apanage des meilleurs aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment les ententes et les alchimies entre les bons quarterbacks et leurs receveurs, où ça se joue là-dessus aussi. Lui, il peut pas se plaindre de pas avoir de cible, contrairement à certains autres quarterbacks en progrès. Il a Hopkins, il a Isabella, il a Christian Kirk, il a Larry Fitzgerald qui est pas là sur ce match, mais voilà, même avec Gilmore sur Hopkins en face, tu peux pas dire qu'il a pas de solution. Mais il est bien défendu. Bill Belichick fait le coup des défenseurs qui restent debout sur la ligne pour essayer de le gêner. Enfin, il trouve des trucs évidemment. Donc il est face à un grand coach défensif. Mais pour moi, clairement, Murray a des progrès à faire à la passe. Pour pas se retrouver dans une situation un peu cliché de c'est un quarterback coureur qui doit progresser à la passe pour passer un palier, mais tu vois, je veux pas utiliser ce cliché là, mais c'est presque ça, quoi. Ouais, non, mais je te rejoins, il doit progresser encore à la passe, c'est sûr. Je pense sincèrement qu'il a le potentiel et qu'il est pas si loin que ça d'atteindre un niveau très très convenable là-dessus, donc moi je suis pas tant inquiet pour la suite. Faut juste, faut travailler dessus.
Ils ont 3 défaites en 4 matchs. Derrière, ils jouent les Rams, donc ça peut être tendu aussi. Ouais. Derrière, il y a Giants, Eagles, 49ers, où ils ont quand même une occasion de prendre les 3. Et de nouveau les Rams en fin de saison, qui pourrait être important du coup dans la course au La wildcard. double confrontation entre les deux, là, à mon avis, elle est décisive, je pense, côté NFC West, clairement. D'ailleurs, on y reviendra, mais les Rams ratent un énorme coup en perdant contre les Niners, de créer vraiment une cassure entre Seattle et eux, et Arizona et San Francisco en bas. Et au final, ça reste toujours très serré dans cette division. Du côté des Patriots, ça reste encore avec Chargers, Rams, Dolphins, Bills, Jets d'ici la fin de saison. Ils sont du coup à 5 victoires, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 5-6. Il faut en arracher 3 pour l'équilibre. Chargers, Jets, puis un petit Dolphins ou Bills pour embêter un rival de division. C'est pas infaisable. Hein. Bah, tu sais, c'est pas infaisable, et sincèrement, alors, bon, non, je sais pas s'ils peuvent arracher les Rams, parce que je pense que leur défense peut poser beaucoup de problèmes à Goff, mais vu la défense actuelle des Rams, j'ai peur que dans l'autre sens, ça soit vraiment compliqué, donc non, peut-être pas pour le coup, mais 3 matchs, ça me semble vraiment pas infaisable pour le coup. Bon, il y a encore un espoir, il est toujours là, Bill Belichick. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Tous les autres matchs de la semaine, c'est maintenant, Raphaël. Et on commence avec le what the fuck de la semaine. Broncos 3, Saints 31. Une seule passe complétée pour les Broncos. C'était par Kendall Hinton, receveur du practice squad. Aucune passe complétée en première mi-temps. C'était une première en NFL depuis. Voilà, je sais pas, 1920. Non, pas si loin que ça. C'est vrai. Dis-toi que l'émission existait. Non. Aucune passe complétée en première mi-temps en 2011. Denver, rappelle-toi du plus grand. Ah, Tim Tebow, d'accord. Tim Tebow, aucune passe complétée en première mi-temps en 2011. Première équipe depuis les Chargers de 1998 et le grand Ryan Leaf à finir avec plus d'interceptions que de passes complétées. Et là, vous me dites, et les Saints alors? Parce que les Saints, évidemment, eux pouvaient passer le ballon. Eh bien, ils ont signé un grand 9/16 pour 78 yards. Donc là, vous me dites, ça fait les comptes. Et oui, les comptes, 91 yards à la passe sur tout le match. Donc là, on est vraiment dans de la NFL old school, comme tu le disais. On est plutôt 1876. Le premier match entre Princeton et Yale, dont on parlait dans le live, hein, visiblement. Un bon 3-0 des familles. Ah bah, c'est ça, là. Bon, 229 yards au sol pour New Orleans. Hein, c'est là que ça s'est joué, évidemment. Bon, quel enfer. On peut résumer ça un peu comme ça. Ah ouais, quel enfer. Une fois que t'as passé le côté un peu marrant, surprise de voir ce qui se passait, c'était quand même hyper compliqué à regarder si t'étais pas fan des deux équipes, hein, et je pense que même pour les fans des Broncos, ça devait être assez compliqué à regarder. Sincèrement, c'est compliqué de tirer des enseignements d'un tel match parce que à Denver, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec un mec à qui on a demandé de monter au front comme ça au dernier. Bravo à lui, hein, courage, hein, franchement, aller comme ça sur le terrain. Ah oui, alors lui, il mérite une médaille parce que donc, on rappelle à ceux qui n'ont pas suivi. Donc, c'est Jeff Driscoll, donc un des quarterbacks remplaçants des Broncos, qui a été contrôlé positif à la Covid. Sauf que les 3 autres quarterbacks étaient dans des réunions avec lui et qu'ils ont retiré leur masque pendant les réunions et que les Broncos l'ont signalé à la NFL en montrant, ils ont des vidéos de vidéosurveillance. Donc la NFL a dit, les 3 mecs sont cas contact, on les met en quarantaine. Donc tous les quarterbacks des Broncos étaient indisponibles et c'était trop tard avant le match pour en faire venir un autre puisqu'il y avait une période d'isolement des nouveaux joueurs signés qui est en général de 5 jours ou une semaine. Donc personne. Ils ont pris Kendall Hinton dans le practice squad, qui est un mec qui jouait quarterback pendant ses 3 premières saisons de fac, et je me rappelle plus de la fac d'ailleurs, et qui était devenu receveur dans sa dernière année universitaire. Wake Forest, la fac. Wake Forest. Donc il est devenu receveur sur sa dernière année de fac, et il était receveur dans le practice squad. Et il a eu 24 heures pour se préparer. Donc on l'a fait venir au centre d'entraînement le samedi en lui disant, voilà 20-30 actions, on va essayer de se débrouiller avec ça. Je crois que j'ai vu une interview où il disait grosso modo, j'ai pas trop dormi parce que j'ai essayé de potasser. Enfin voilà, c'est un enfer quoi. Donc, et d'ailleurs, je sais pas si c'était Bruce Arians qui les a appelés pour les conseils en coaching, mais c'est qu'en plus, ils ont pas dit t'inquiète, on va te mettre 2-3 passes faciles pour te mettre à l'aise. Ils ont fait non, vas-y, lance en profondeur direct. Donc en plus là-dessus quoi, c'était comme tu dis, il y a rien à en tirer. C'était vraiment un match farfelu.
un peu blague. Après, on peut quand même en tirer un truc. Côté New Orleans, Tyson Hill, ça reste quand même très très moche. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu un débat dans les commentaires suite à ce qu'avait dit Grégory la semaine dernière. Tyson Hill, il lit trop lentement ou trop rapidement ou quoi que ce soit. Je sais pas s'il lit trop lentement ou trop rapidement, mais il garde le ballon trop longtemps, ça j'en suis sûr. Ah oui, parce que pour moi, il a un défaut de lecture sur certains. Il est pas bon dans ses lectures, il est trop lent, clairement. Ça me paraît assez incontestable pour le coup. Il garde le ballon trop longtemps. Je vois absolument pas ce que Sean Payton et. En tout cas, j'espère vraiment pas qu'ils sont dans l'idée d'en faire un numéro 1 après. Parce que là, ils sont partis pour des années de galère, si c'est le cas. Il est très sympa, c'est efficace, ça permet de battre les Broncos, très bien. Mais purée, c'est une équipe qui est trop solide en défense et qui a trop d'armes offensives pour se contenter de ça. Et paradoxalement, en plus, depuis que Drew Brees n'est plus là, Alvin Kamara a un moins grand rôle. Oui. Donc c'est quand même je sais pas, il a cannibalisé une partie de la production de Kamara. Enfin, moi franchement alors je pense qu'il doit y avoir l'idée de dire on gagne avec lui mais on montre que c'est moche et comme ça personne nous embêtera pendant l'intersaison pour qu'on le fasse jouer titulaire. Non mais il doit y avoir de ça, ou parce que tu vois, s'ils font jouer Winston, peut-être on leur posera encore la question sur Hill pendant l'intersaison, mais dans les faits, pour le bien du football, faudrait faire jouer Winston quand même s'il fait des erreurs. Ah bah j'en suis convaincu. C'était déjà le cas la semaine dernière. Ce match n'a fait que me renforcer dans cette idée qu'il fallait que c'était quand même plus intéressant de faire jouer Winston. Je pense que Mike Thomas va faire une dépression nerveuse d'ici 3 semaines de toute façon s'il n'a pas un vrai quarterback. Parce qu'il est déjà un peu il est déjà un peu enclin il est déjà enclin à montrer ses sentiments sur les réseaux sociaux, on va dire. Donc, mais voilà, c'est à peu près la seule leçon. Packers 41, Bears 25. Est-ce que tu es convaincu par le retour de Mitchell Trubisky? Ah ouais, quel grand quarterback de 4ème quart-temps. Alors voilà, il a fait de la stat en fin de match quand c'était terminé. Donc sur le papier, il a pas fait un mauvais match. Ouais. Bah, écoute, là aussi, effet de semaine 12, ces Bears, on commence à les connaître absolument par cœur. Ah ouais. Mais en fait, j'y pense, mais Trubisky, c'est l'anti-Mahomes. Lui, il finit bien. Tu vois, il commence vraiment, vraiment mal. Et puis après, il donne le meilleur, tu vois, à la fin. Donc, non, mais j'ai vu que Matt Nagy, quand on lui a demandé si Trubisky allait être à nouveau titulaire, il a dit « Je vois pas ce qui s'y oppose ». Visiblement pas la concurrence au sein de l'effectif, ça c'est clair. Oui, en même temps c'est ça, sincèrement. Enfin, difficile de lui donner tort dans le sens où on a vu Nick Foles quelques semaines, ça a rien. Oui, non mais c'est ça. Il est là par défaut, mais dans les faits, c'est une tragédie cette attaque, c'est de pire en pire, il y a rien, quoi. Il y a vraiment rien. Non. Donc évidemment, oui, il y a de la faute de Matt Nagy aussi, mais il y a de la faute qu'il n'y a pas de quarterback, quoi. Donc non, c'est ça. Ça continue de retomber. Je sais même plus à combien de défaites ils en sont de suite là, les Bears, mais ils sont quand même tombés en flammes depuis leur bon départ. Pour moi, ça fait au moins 4 de suite. Oui, ça commence à faire. J'ose pas donner le chiffre parce qu'ils en ont peut-être grappillé un au milieu. Tu sais qu'il n'a pas fait une série, mais bon, voilà, ils sont quand même largement écroulés. Et encore une fois, on le voyait venir. Voilà, ils sont à 5-6. Oui, bah c'est ça, ils en ont perdu 5 de suite. Ouais. Donc voilà, Rams, Saints, Titans, Vikings, Packers. Alors évidemment, c'était pas des données, mais on s'en doutait bien. Ils avaient tapé les Lions, les Giants, les Falcons et les Panthers au début. Leur seule vraie victoire, c'était les Buccaneers. Donc voilà. Bon. En même temps, c'est sûr que quand on le compare à Aaron Rodgers, qui est à 21 sur 29, 211 yards, 4 touchdowns, impeccable, 182 yards au sol pour l'attaque. Enfin là, pour le coup, eux, ils étaient en maîtrise, alors que c'est quand même une bonne défense en face. C'est vrai. Je pense qu'un des facteurs vraiment clés de ce match pour l'attaque des Packers, ça a été leur ligne offensive qui a très très bien protégé Aaron Rodgers pour le coup, qui a plutôt bien résisté au pass rush de Chicago, facilitant forcément du coup la vie d'Aaron Rodgers. Voilà, avec un Davante Adams toujours aussi précieux, un Robert Tonyan, le tight end, qui s'affirme de plus en plus comme une vraie cible à ce niveau-là, donc ça fait du bien à toute l'attaque. Donc non, c'est sûr, avec une ligne offensive comme ça qui permet d'exploiter au mieux les qualités d'Aaron Rodgers et de ses cibles, le match était... Après, bon... Encore une fois, c'est un peu ce qu'on dit aussi de Green Bay depuis le début de la saison, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de difficulté à battre les moins bons. C'est ça, ils sont forts avec les faibles et puis... On attend après. Disons qu'en play-off, il faudrait vraiment que leur défense prenne un gros coup de chaud. Ouais.
Et après, leur attaque peut aller loin s'ils n'ont pas une sorte de match terrible où ils passent complètement au travers, comme contre les Niners, des choses comme ça. Mais si leur défense ça prend un coup de chaud, évidemment qu'ils peuvent aller loin. Petit aparté, quand on parlait des meilleurs quarterbacks qu'on ait vu évoluer depuis 10 ans là, pendant le podcast, je pense qu'il y a 1 ou 2 saisons de Rodgers où ils marchent un peu sur l'eau qui doivent être ce qu'on a vu de plus proche de Mahomes. Ouais. Du coup, je réfléchis aux saisons, mais effectivement, il y en a une où il a la meilleure évaluation de l'histoire qui est absolument incroyable. C'est ça. Il y en a une, je pense que c'est, moi de mémoire, c'est vraiment en termes de maîtrise et de facilité en plus. Ça doit être ce qui se rapproche le plus. Ouais, j'aurais peut-être dit aussi la première de Peyton Manning chez les Broncos où il fait les 52 touchdowns. Oui, c'est vrai. Où il revient de la blessure à la nuque et puis en fait il déroule très facilement et tu dis bon après il se fait éclater un peu plus tard. Mais c'est ça, il n'y a pas eu la conclusion. Ouais, mais après le truc c'est que Manning, bon c'est un autre débat, je le fais en 2 secondes, mais c'est vrai que Manning il y avait plus le côté robotique et il n'y a pas le côté facile que peuvent avoir des Rodgers ou des Mahomes quand ils déroulent. Ouais. Puis là pour le coup en termes de mobilité quand c'est nécessaire, je crois que Manning c'est à part pour sauver sa vie, la mobilité il l'avait pas. Rams 20, 49ers 23, field goal à la dernière seconde pour l'emporter pour les Niners, et Jared Goff, aucun touchdown, 2 interceptions, toujours le baromètre des Rams. Là pour le coup on est vraiment sur un facteur connu quoi. Les Rams vivent et meurent avec Jared Goff cette année. Ah bah c'est complètement ça hein. Quand Sean McVay arrive à en tirer quelque chose, cette équipe des Rams peut battre beaucoup d'équipes et dans le rythme et il trouve ses receveurs, tout ça, et quand ça bloque, bah c'est compliqué. Ils ont du mal à se défaire des 49ers. C'est quand même une défaite, je trouve, vraiment embêtante pour le coup, dans ce qu'elle veut dire sur cette équipe, dans la manière. Parce que la défense fait son match, hein, pour le coup. Aaron Donald est encore énorme. Aaron Donald est encore énorme, hein. Il a 4 quarterback hits, un sac, une passe déviée. Mais comme tu dis, ils dépendent vraiment de Goff et ils lui ont donné un énorme contrat, donc je pense que la question va pas se poser pendant encore 1 ou 2 ans, hein, mais elle va se poser après, clairement. Je veux dire, ils vont pas lui redonner encore plus gros que ça. Donc il y a un moment où tu te demandes même limite si tu draftes pas un mec 2e ou 3e tour, si t'en trouves un intéressant qui peut le pousser. Hein. Non, c'est sûr. Des questions se posent. Bon. Énorme boulot de Kyle Shanahan, on radote là-dessus aussi, mais là, passe courte, jeu au sol, Deebo Samuel qui revient, qui plante 134 yards. C'est vraiment eux pour le coup. Il y a aussi du boulot défensif quand même. Faut saluer. C'est pas que Jared Goff. Il y a aussi Robert Saleh et sa défense. Les Rams repassent devant dans le 4e en plus. Donc tu peux te dire que c'est fini, que voilà, les Niners sont bien luttés, mais ils sont dépeuplés. Et là pour le coup, tu vois une équipe qui est superbement coachée, quoi. Parce que c'est toujours Nick Mullens, leur quarterback, on rappelle quand même. Non. Comme tu dis, clairement c'est une victoire un peu au coaching, comme on dit. T'as un Kyle Shanahan qui malgré tout qui profite une nouvelle fois du retour de Deebo Samuel, et Deebo Samuel transforme complètement cette attaque quand il est là par sa capacité à gagner des yards après la réception, sa capacité sa vitesse, tout ça, donc qui est un vrai facteur X à chaque fois dans cette attaque. Voilà, donc t'as un Kyle Shanahan qui arrive à faire avancer cette attaque, et comme tu dis, Robert Saleh, je crois qu'il a été encore une fois assez félicité par Richard Sherman en conférence d'après-match, qui a dit que vraiment Saleh faisait un boulot énorme pour cette équipe. Donc voilà, au coaching staff, et ça suffit à battre du coup les Rams. Non, mais c'est dur pour San Francisco, hein. C'est vraiment une saison qui a été complètement éclatée par les blessures, qui leur a coupé le rythme d'un coup. Et Eagles 23, Seahawks 17, service minimum pour Seattle, 301 yards contre 250 pour Philadelphie. Ils ont fait vraiment le boulot. On se retient surtout un grand DK Metcalf, 10 réceptions, 177 yards. Il n'y a pas grands enseignements sur Seattle parce qu'ils ont fait leur défense continue de se stabiliser quand même, on va dire ça. Ouais, je te rejoins, la défense continue de se stabiliser. Il y a à tous les, et notamment dans le backfield défensif. Alors bon, après le backfield défensif, je suis pas sûr que c'était le match le plus test pour lui, hein, mais c'est vrai. Mais non, mais t'as raison, la défense continue à se solidifier. Si on veut être un peu tatillon, c'est vrai qu'en attaque, c'était vraiment sloppy, comme les Américains disent, un peu poussif. Un Taylor Lockett qui est peut-être pas assez recherché pour le coup, qui est peut-être un peu trop abandonné, mais bon.
Mais tu sais quoi, moi ça me va presque, parce qu'ils étaient presque trop chauds en début de saison, et on sait que ça se gagne pas en début de saison, qu'ils aient leur coup de mou maintenant, s'ils remontent vraiment en puissance dans 2 semaines, et que leur attaque retrouve vraiment un peu de feu d'ici 2 semaines, c'est peut-être ce qui peut leur arriver de mieux pour les playoffs. Philadelphie, toujours en panne d'inspiration, toujours en panne de tout, ils sont à moins 4 yards dans le premier quart, une interception de Vance pour les couler en fin de match, on en est vraiment à vite l'an prochain, quoi. J'ai l'impression que cette semaine, avec la volée qu'ont pris les Cowboys, et là les Eagles, on a vraiment passé ce cap où on peut arrêter de dire oui mais ils ont quand même eu des blessures, oui mais ils ont quand même des problèmes, oui mais ils ont l'effectif et ils pourraient remonter. Non, en fait ces Eagles et ces Cowboys, ils sont vraiment mauvais cette année, c'est tout, quoi. Oui, ils sont mauvais, ils sont mal coachés aussi, parce que je garde quand même en tête là, après ce match là que Doug Peterson fait pas vraiment du bon boulot clairement du côté de Philadelphie à l'heure actuelle. Vance c'est pas bon, Vance c'est pas bon avec le ballon, mais j'ai quand même des images en tête où bon, je sais pas, t'as l'impression qu'il joue une screen pass et en fait il y a personne, aucun receveur, enfin bref, je sais pas, c'est très bizarre ce qui se passe du côté de Philadelphie, donc ouais, c'est tout simplement mauvais, t'as raison. Enfin, ils lui ont mis une grosse pression, ils ont fait jouer Jalen Hurts une passe. Donc là, il est sur ses gardes, Carson Wentz. Parce que t'as vu, ils ont fait une sorte de fausse pression presse, t'as vu, dans la semaine, à faire fuiter, plus de snaps pour Jalen Hurts, peut-être qu'il va avoir un plus gros rôle et tout. Et en fait, il a fait une passe pour 6 yards, quoi. Donc on n'en est pas encore là, mais peut-être qu'il aura 2 passes la semaine prochaine. Donc ce sera déjà ça. Bills 27, Chargers 17. Attaque des Bills en difficulté, mais la défense est de retour. Buffalo menait 10 points avec le ballon en main en deuxième mi-temps. Et là, fumble, interception pour eux. Heureusement, leur défense répond en limitant à field goal, punt et une interception pour les autres, qui leur permet de tuer le match. C'est vraiment la bonne nouvelle de ces dernières semaines pour les Bills. On parlait de la défense des Seahawks, mais celle des Bills revient bien, alors qu'elle avait quand même eu du mal à rentrer dans le match. Ouais, dans le match, presque même, j'ai envie de te dire, dans sa saison. Dans sa saison, où on avait quand même vu notamment les squads de linebacker très très en difficulté de leur côté. Là, ça va un peu mieux avec un Edgy Klein, par exemple, qui fait un très gros match cette semaine. Donc, c'est, comme tu dis, un bon présage, le fait que cette défense se retrouve un peu d'allant, on va dire ça comme ça, et voire même le jeu au sol, qui est en forme aussi, sur ce match, qu'on n'avait pas vu jusque-là cette saison. Après, ça demande confirmation, parce qu'on l'a vu quand même, cette défense des Chargers, c'est assez décevante cette saison. Donc, alors oui, il n'y a pas que la défense d'ailleurs des Chargers qui est décevante cette saison. D'ailleurs, Joey Bosa, avec 3 sacs, fait un très bon match. Il a beaucoup embêté Josh Allen pour le coup. Donc ça, c'est quand même à voir. Mais les Chargers, bon, là, on atteint encore on est dans le bon au niveau du nawak, quoi. Y a un Herbert qui est en difficulté parce que la défense des Bills est meilleure, mais il y a aussi un coach qui a des problèmes de gestion de l'horloge, et puis cette action fabuleuse de symbole en fin de match où on est sur une action qui ne sert à rien, puisqu'on est à 3 secondes de la fin, ils ont 10 points de retard, donc là, sauf miracle de chez miracle, c'est quand même raté. On demande à Justin Herbert de jouer un quarterback sneak, donc qui est quand même une action qui met en danger ton quarterback du futur. Et surtout, la ligne n'a visiblement soit pas compris, soit pas les mêmes instructions, soit on sait pas ce qui s'est passé. Donc la ligne recule en protection de passe pendant que le quarterback avance pour une course. Il est à 2 doigts de se faire décapiter, c'est magique. On a frôlé la faillite totale de la franchise. C'est symbolique de cette saison des Chargers, un peu. Herbert fait ce qu'il peut, mais il est abandonné. Oui, t'as raison, c'est assez symbolique. Il est abandonné par son coaching, abandonné par sa ligne offensive, donc ça fait beaucoup pour un jeune quarterback. Voilà, en plus t'as un Austin Ekeler qui a beaucoup de réceptions et beaucoup de portée, mais qui est au final pas si bien utilisé que ça, vraiment, quand tu regardes dans le détail ce qu'il fait, voilà. Non, écoute, je pense qu'on peut souhaiter aux Chargers qu'un changement de coaching pour continuer sur la lancée un peu prometteuse qui est autour d'Herbert, et voilà. Allez les gars, Patricia est partie, c'est bientôt votre tour. Les Lions sont réussis, c'est bientôt à vous. Falcons 43, Raiders 6, match de l'enfer pour les Raiders, 4 ballons perdus pour Derek Carr, la défense a pris des points. Est-ce qu'il y a un truc à garder de ce match ? Alors, est-ce qu'on fait genre... il l'enterre, c'est fini, ça veut rien dire, et puis il continue comme avant, ou alors on dit ça montre qu'ils étaient un peu en sur-régime quand même au début de l'année, quoi. Disons que ça montre qu'ils sont vite en difficulté quand le jeu au sol s'impose pas, ça c'est net,
C'est assez distinctif pour le coup. Bon, après, jusque-là, c'était une équipe propre qui perdait très peu de ballons. Là, ils ont perdu un nombre incalculable. Il y a 4 fumbles perdus. Il y a combien Il y a 5 ballons perdus. Ouais, 5 ballons perdus, ce qui était clairement pas chez eux. Donc, de ce côté-là, tu vois, je te dirais un peu, en étant plus précautionneux au niveau de la balle comme ils l'ont fait depuis le début de la saison, ils doivent pas revivre ce genre de scénario. Mais après, oui, on voit malgré tout les limites de l'effectif, et je pense surtout en défense, où le backfield défensif reste encore un peu gentillé, où le pass rush est trop sur courant alternatif trop souvent. Donc voilà, effectivement, pas de jeu au sol, une défense qui monte ses lacunes, ça devient vite compliqué, quoi. Moi, je t'avoue que mon rêve de playoff s'est un peu évaporé devant ce match. Je me suis dit là, tu vois un petit peu les limites de la défense. Tu vois un peu les limites de l'attaque. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais l'an dernier, les Jets et les Raiders étaient également à 6 victoires, 4 défaites. Et sur ce 11e match, l'année dernière, avec le même bilan, ils avaient pris un 34-3 par les Jets. Ah ouais, c'est marrant. Donc ils explosent sur le 11e match 2 ans de suite, avec le même bilan. Mais ouais, je pense pas qu'ils vont finir aussi... ils vont se reprendre un peu mieux que l'an prochain, mais... Je pense qu'en effet, il y a encore trop de limites défensives et ça va être juste pour les playoffs dans une conférence où il y a beaucoup de monde quand même. Ouais. Donc, c'est surtout ça le problème pour eux, c'est qu'ils seraient en NFC, je dis pas, mais... Après, pour eux, c'est important d'aller en playoff, hein, ça fait partie dans la marche de progression du plan Gruden, hein, malgré tout. Il reprend à un niveau, Ce serait bien, mais je suis pas sûr qu'ils arrivent à les accrocher, ça va être... Après, on va voir, Baltimore est décimé par le Covid, donc ça peut jouer aussi. Hein. D'ici à ce qu'on ait 8 équipes, parce qu'on est au plan B de la ligue... Voilà, il y a ça aussi qui est possible. Jets 3, Dolphins 20, justement, donc les Jets dont on parlait un petit peu, toujours pas de victoire. Sam Darnold, pour le coup, de plus en plus inquiétant, aucun touchdown, 2 interceptions, et puis là, c'était censé être le match où il avait tous les receveurs. Ouais, inquiétant, parce que sincèrement, il a été même plus mauvais que Flacco sur ses dernières sorties avec les Jets, donc c'est là où c'est très très inquiétant pour le coup, en termes de manière. C'est vraiment une saison calvaire pour lui entre les blessures, les problèmes de coaching avec Gaze. Bon, ça marche pas. Je crois que là, de toute façon, les Jets se dirigent vers un nouveau quarterback. Ça me paraît compliqué de passer à côté d'un possible talent générationnel. Je pense qu'on est en train clairement de vivre la fin de l'ère d'Arnold aux Jets. Et il va falloir qu'il se trouve une équipe capable de le relancer. Enfin, je vois pas beaucoup d'autres solutions. Et alors, j'ai entendu une théorie un peu liée à ça, mais en fait, les Jets gardent Adam Gaze pour être sûr d'avoir Trevor Lawrence. C'est-à-dire que Greg Williams avait donné un petit coup de fouet aux Browns quand il avait fait l'intérim, et en fait, c'est le pire qui pourrait leur arriver de gagner 2 ou 3 matchs, tu vois. Ah oui, bah clairement, je pense qu'ils peuvent pas passer à côté d'un quarterback à l'heure actuelle. Donc tu gardes Gaze pour continuer de les couler, quoi. Ouais, bon, après, ceci étant, même en mettant Greg Williams, je suis pas sûr qu'ils auraient en gagné beaucoup, mais... Ouais, je sais pas. Leur but pour l'instant, je pense que c'est vraiment que les joueurs soient au 36e dessous pour qu'ils perdent tout. Fitzpatrick jouait à la place de Tua Tagovailoa, 24 sur 39, 257 yards, 2 touchdowns. Je sais que Tua doit apprendre tout ça, mais je trouve qu'ils sont meilleurs avec Ryan Fitzpatrick et qu'ils devraient le faire jouer et garder Tua Tagovailoa pour qu'il apprenne jusqu'à la fin de la saison. Ouais, je sais pas, je t'avoue que je suis un peu embêté du coup par par ce revirement, on va dire, de situation qui fait que finalement on ne fait plus confiance à Tagovailoa dès le premier. Alors, là, il est blessé. Hein. Oui, c'est vrai qu'il s'est blessé déjà pouce. Là. Ouais. Je sais pas, je reste quand même. Moi, je pense qu'il faut remettre Tagovailoa quand il est prêt, mais bon, c'est. Tu vois, Mahomes, il a joué une saison derrière Alex Smith. Hein. Ouais, mais à partir du moment où tu rentres sur le terrain, je sais pas. Aucun des deux trucs me choque, mais franchement, voilà, cette équipe-là, elle fait un match solide, elle fait ce qu'elle a à faire contre une faible équipe. Hein. Je sais qu'avec Fitzpatrick, t'as plus de potentiel et encore, tu vois, il fait 2 micro-matchs quand même sur 3, Tagovailoa. Oui, c'est sûr. Tu vois, est-ce que les erreurs de Fitzpatrick valent pas la peine d'être tentées pour aller chercher les playoffs et justement, même qu'ils vivent les playoffs, Tagovailoa. Voilà, bon après là ils ont la marge d'erreur pour continuer à le faire jouer. Tant que t'es dans la course au playoff et que t'es qualifié, en effet je comprends que tu le fasses jouer. Jaguars 25, Browns 27, victoire au forceps pour les Browns, mais victoire quand même. Encore une fois, on dit ça quasiment toutes les semaines. Jacksonville pouvait égaliser avec une conversion à 2 points en fin de match, la défense a tenu, et ils s'en foutent, ils bourrinent au sol.
Ouais. Ça, ils savent bien faire. 144 yards pour Nick Chubb. Il y a Kareem Hunt qui en a encore une pelletée aussi. Mayfield est à 2 touchdowns, une interception. La défense fait les actions. Je sais que c'est moche, mais moi, je continue d'apprécier. Ah non, mais on peut globalement apprécier ce qu'ils sont en train de faire, parce que ça faisait tellement longtemps qu'on les avait pas vus dans une telle position avec un tel bilan, et puis ça fonctionne. Donc je suis d'accord avec toi, hein. Faut apprécier ce qu'il y a, faut prendre ce qu'il y a à prendre, clairement. C'est vraiment, je pense, la mantra de Cleveland cette saison, prendre ce qu'il y a à prendre. Donc bon, écoute, ça passe, ça passe contre des faibles équipes, hein. Faut quand même le rappeler. Mais tu vois, ils font en fait ce qu'ils auraient dû faire quasiment alors évidemment, ce qu'ils auraient dû faire, ils n'avaient pas forcément ce matos-là à l'époque, hein, mais c'était quasiment la saison idéale de rookie pour Baker Mayfield. Tu vois, avoir un vrai jeu au sol, avoir une défense, qu'on lui demande pas d'être un super-héros, etc. Et comme tout était arrivé trop vite avec quelques bons matchs, les pubs, les machins, et que tout le monde s'est mis à attendre derrière et à lui dire tu fais pas assez, là il est bien, il lui en demande pas trop, il faut qu'il fasse les actions qu'il faut, il monte en puissance petit à petit. Moi ça me va. Chubb est incroyable. Donc, et tu disais, il faut prendre tout ce qu'il faut prendre. C'est leur première saison avec au moins 8 victoires depuis 2007. Ah ben voilà, non, mais c'est sûr. Tu te rends compte et 2007, c'était leur seule saison à plus de 8 victoires depuis 1995. Et puis, ouais. C'est un délire incroyable. Donc, et là, ils l'ont fait en 12 matchs. Donc, ils vont peut-être taper leur meilleur record depuis 80. Donc, leur meilleur bilan au 21e siècle, c'est 10 victoires en 2007. Ouais. Donc, ils vont peut-être taper leur meilleur bilan du 21e siècle. Voilà, c'est quand même. Et la seule fois où ils ont dépassé 10 victoires, la dernière fois qu'ils ont dépassé 10 victoires, c'était 11 victoires en 94. Sinon 12 victoires en 86. Donc c'est l'anti-Patriots. Hein. Mais voilà, c'est moche, mais ils se construisent une identité. Mine de rien, Stefanski, il va chercher des matchs, tu vois, que d'autres coachs lâcheraient. Hein, c'est des matchs serrés. À une époque, il les perdait tous ces matchs-là avec Hugh Non, Jackson. mais t'as raison. C'est totalement ça. Ils ont progressé à ce niveau-là. Donc c'est un groupe qui se construit vraiment. Voilà, un peu finalement, ça revient un peu à dire ce qu'on a commencé aussi à dire sur les Colts. Hein. C'est une équipe correcte maintenant dans la ligue, elle va battre les plus faibles qu'elle. Je pense qu'il y a vraiment un palier d'écart avec les autres, mais bon, ça se construit. Et tu vois, j'ai envie de dire qu'ils ont plus de potentiel que les Colts sur le futur, hein, parce qu'ils ont un coureur comme Chubb, ils ont un Myles Garrett en défense qui jouait même pas ce match-là, ils ont un Denzel Ward, il y a des trucs. C'était Mike Glennon, hein, qui jouait en face, 20 sur 35, 235 yards, 2 touchdowns, Mike Glennon quand même, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. James Robinson a gagné 128 yards au sol, 5,8 yards par course. Lui, pour le coup, c'est la révélation de l'année. Ouais. C'est leur bonne nouvelle de l'année. Ils vont sortir avec ça. Ouais, c'est vraiment, effectivement, c'est d'avoir chopé un running back sans le drafter. Je crois même qu'il n'est pas drafté, ouais, donc pas vraiment, drafté, il le signe juste avant la première journée. Oui, c'est leur bonne nouvelle. Au moins, ils ont un coureur pas cher à utiliser, à bien utiliser, donc tant mieux. Vikings 28, Panthers 27. Quel est le plus étonnant, le fait que les Vikings aient gagné ou que les Panthers aient perdu? Parce que les Vikings ont gagné, tu veux dire? Oui, je dis c'est quoi le plus étonnant, le fait qu'ils aient gagné ou que les Panthers aient réussi à perdre ce match? Parce qu'ils l'avaient en main aussi. Hein. Ouais, peut-être les Panthers au final. Enfin, le plus étonnant, je sais pas, parce qu'il y a une certaine explosivité dans l'attaque des Vikings qui à la fin me fait pas tant enfin, ça me surprend pas tant que ça qu'ils soient capables de déborder une équipe comme les Panthers, qui est encore très jeune en défense, tout ça. Donc je suis qu'à moitié surpris, mais c'est vrai que pour le coup, Carolina lâche bien le match, et je trouve qu'ils le lâchent aussi un peu en attaque, où ça avance beaucoup moins en seconde mi-temps et ça patine. Bah, en fait, il y a qu'un seul touchdown. Le score est flatteur à 27, mais il y a qu'un seul touchdown offensif. Il y a 2 touchdowns défensifs de Jeremy Chin, qui marque sur 2 fumbles coup sur coup, hein, d'ailleurs, ce qui était du jamais vu. Mais en effet, c'est assez pauvre offensivement, hein, sur ce match, avec un seul touchdown. Comme tu dis, c'est pas. Bon, après, voilà, ils étaient menés 21-10 au début du 4e quart-temps. Les Vikings, ils s'en sortent un peu par miracle. Il y a un fumble sur retour de punt de Chad Beebe, qui ensuite est le héros en marquant le touchdown de la gagne. Donc bon, tant mieux pour lui, mais ils s'en sortent de peu. Ils sont dans la course au playoff, du coup, en NFC. Hein. C'est vrai que du coup, ils sont dans la course au playoff en NFC. Ils peuvent vraiment, à mon avis, se mordre les doigts. La défaite la semaine dernière à Dallas, qui est, à mon avis, assez inexplicable et qui aurait pu leur permettre déjà d'être dans un bilan positif cette semaine. Bon, écoute, à surveiller. Mine de rien, ils réussissent à sortir un gros match sans un grand Dalvin Cook, ce qui est une bonne nouvelle quand même.
Oui, un peu blessé d'ailleurs, Dalvin Cook, ça a surveillé dans les jours à venir. Mais après, ils sont pas sur une mauvaise série, ils sont sur 4 victoires en 5 matchs. Comme tu dis, celui contre les Cowboys, il fait très très mal. Ils ont un calendrier pas évident quand même. Enfin, il y a Jaguars la semaine prochaine, ça prend, tu remontes à 6-6 éventuellement. Derrière, c'est Buccaneers, Bears, Saints, Lions. Il y a du match piège de division et il y a des grosses pointures. Donc ça va pas être facile. Bengals 17, Giants 19. On arrive en NFC Est. La défense des Giants arrache la victoire grâce à un sac et fumble en fin de match pour éviter un drive de la victoire. Le problème, c'est la blessure de Daniel Jones. Colt McCoy a ramé en relais. Ils ont l'air d'être la meilleure équipe NFC Est. Ça défend, c'est coaché. Daniel Jones c'était pas mauvais sur ce match-là et le dernier. C'est ça. Et puis il y a ça qui arrive, donc il faut. Là, au moment où on se parle, il est plutôt incertain pour le prochain match. Et c'est dommage parce que ça pourrait presque briser l'élan de ce qui ressemblait à la meilleure équipe NFC Est. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement il pourrait y ressembler, mais une possible blessure de Daniel Jones remettrait ça, parce que comme tu l'as dit, Colt McCoy avait l'air quand même en grande difficulté. Bon, du coup je suis pas certain que à ce moment-là un Colt McCoy soit vraiment mieux qu'un Alex Smith de l'autre côté pour une autre équipe. On en reparlera. Non, donc bon, après ils ont leur défense fait encore bien le taf. Elle arrache la victoire, donc c'est dans la lignée de ce qu'ils ont montré ces dernières semaines. À défaut d'avoir une belle équipe, Joe Judge a au moins un groupe combatif, donc c'est pas mal à ce niveau-là, vu d'où ils viennent. McCoy, c'est comme McGlennon ou des mecs. Ils seront encore là à 40 piges sur le bord du terrain en train de prendre un chèque. Ils rentreront une fois par an. Tu sais, tu feras. Putain, il est encore là, lui. Seulement 155 yards pour l'attaque des Bengals. Un retour de kick-off pour un touchdown. Un bon retour de punt. Et un fumble à mi-terrain des Giants les ont bien aidés parce que sinon, c'est quand même le néant avec Brandon Allen. Ouais. Pour les Giants, le plus dur, ce sera quand même le calendrier. Parce que derrière, c'est Seahawks, Cardinals, Browns, Ravens, Cowboys. Donc, oui. Ils ont le calendrier le plus dur de la division, donc c'est ça aussi qui fait que ça reste hyper incertain. Effectivement, je l'avais pas en tête. Oui. Là, dis donc, s'ils arrivent à en choper un d'ici la fin de saison. S'ils en chopent 2, c'est déjà très bien. Hein. Parce que Seahawks, Cards, Browns, Ravens, Cowboys, c'est vraiment pas évident. Non. Donc ils prennent tout le dur sur la fin. Cowboys 16, Washington 41, c'était le match de Thanksgiving. Justement, ils sont peut-être là, les futurs champions NFC Est. 182 yards au sol grâce à Antonio Gibson, Terry McLaurin à 92 dans les airs, Alex Smith qui se débrouille, une défense qui a des playmakers, une victoire très nette. Aujourd'hui, c'est eux les favoris pour cette division. Bah du coup, oui. En plus, avec le calendrier que tu viens de me donner côté Giants, je me dis qu'effectivement, ils ont peut-être le meilleur coup à jouer. Ils nous la font un peu, presque j'ai envie de dire, Browns en moins fort. Beaucoup de jeux au sol et une défense très solide, notamment sur son front seven là pour le coup. On a un Montez Sweat qui fait un très bon match, qui se montre après en deuxième année. Enfin, écoute, moi je suis un peu embêté parce qu'en attaque, je trouve ça malgré tout faible, malgré les stats qu'ils ont fait sur ce match. Je trouve qu'Alex Smith galère un peu pour faire avancer cette attaque, que le jeu de passe est pas assez bien exploité. Donc, bon. Mais ça avance, ça gagne, comme tu dis. Ouais. C'est l'essentiel dans cette division. Maintenant, je regardais leur calendrier, il n'est pas beaucoup plus simple parce qu'ils jouent Steelers, 49ers, Seahawks et ils finissent par Panthers et Eagles. Donc ils peuvent se sauver là-dessus. Ouais. Mais ça va pas être évident. On va avoir vraiment une équipe qui va être en playoff à 5 ou 6 victoires. Bah ouais, parce que comme tu dis, c'est pas dit que sur un dernier match de saison ils battent le rival Eagles. Les Panthers, de ce qu'on voit, sont pas inférieurs à Washington. Non. Après, il n'y a pas grand monde qui est inférieur aux équipes de la NFC Est. Oui, non, mais de toute façon. Donc, non, c'est vrai que même. Pardon. Bon, sur les Cowboys, tu l'as dit, la défense a disparu, le quarterback avait déjà disparu, la ligne ayant disparu, Ezekiel Elliott a disparu aussi. Je pense qu'on peut résumer tout ça comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Il commence très mal avec deux titulaires blessés sur la ligne offensive, dont Zach Martin qui déjà avait été replacé tacle droit pour dépanner. Enfin bref, la cata totale. Et quand cette ligne offensive galère, tout le monde galère.
Et puis comme ils ont l'air d'être mal coachés, c'est le naufrage. Ouais. Lions 25, Texans 41, c'est celui qu'on a fait en direct. En parlant de disparition, bye bye Matt Patricia, ils se sont fait humilier par Deshaun Watson. On l'a fait en direct, j'en ai parlé dans le fauteuil, on va pas épiloguer, ils étaient en dessous de tout les Lions, les Texans ont été bien portés par Deshaun Watson. J'allais dire, tu fais quoi si t'es le nouveau coach / GM des Lions, ou alors est-ce qu'on se garde ça pour le débat de jeudi? Qu'est-ce qu'on fait à Détroit, tu vois, à l'état des lieux? Ouais, on peut se garder ça en débat, mais il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup. Ouais. Il y a un grand chantier quand même. On va faire ça, on va pas parce que comme il y a les restrictions Covid, là on a du mal à monter les London Marmites. On va peut-être prendre les commandes des Detroit Lions pendant la prochaine émission, mais clairement il y a du boulot. Hein. Même Matt Stafford a dit qu'il n'osait pas trop penser à la saison prochaine pour l'instant. Donc on passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, c'est pour toi le top. Eh ben écoute, moi je suis parti sur Terry McLaurin, donc le receveur des Redskins, qui est vraiment pour moi la bouffée d'oxygène dans cette attaque, et je serais même pas loin de dire la bouffée d'oxygène offensive de toute la NFC Est. Enfin, franchement, au point où on en est, je suis pas loin de penser que c'est vraiment le joueur le plus cool à regarder en NFC Est, en tout cas en attaque. Encore sur ce match, précieux par ses réceptions, son retour défensif, mine de rien, pour empêcher un touchdown des Cowboys à un moment où l'écart était plutôt serré, qui aurait pu faire tourner le match. Donc voilà, j'adore ce joueur. Il est un peu sous-utilisé à Washington du fait de la situation, mais clairement un vrai plaisir à regarder, donc McLaurin. Moi je vais prendre des coachs pour les tops. J'arrivais pas à départager, mais Belichick et Shanahan, s'ils vont pas en playoff, je pense pas qu'ils seront en considération pour le titre de coach de l'année, et franchement ça sera injuste, parce que tu peux quand même difficilement faire situation plus compliquée que celle de Shanahan au niveau des blessures, et tu peux difficilement faire plus compliqué que celle de Belichick en termes de blessures / changement de quarterback / retrait Covid avant même la saison. D'ailleurs, Julian Edelman était blessé et maintenant il est sur la liste Covid depuis ce matin au moment où on se parle, donc c'est la totale. Je crois qu'on le reverra plus cette saison, mais ah ouais, là c'est l'enfer. Donc les deux font quand même un boulot incroyable. Alors je sais, Tomlin est invaincu, Andy Reid, etc. Mais au bout d'un moment, le coaching c'est pas que le bilan, quoi. C'est aussi selon le matos que t'as. Et ces deux mecs là font quand même un taf de dingue, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Oh, c'est indéniable. Franchement, c'est assez dingue, quoi. Donc, s'il y en a un des deux qui accroche les playoffs, clairement, c'est coach de l'année. Il n'y a même pas de discussion. Et encore une fois, ouais, je pense que Belichick n'a pas dû l'avoir souvent dans sa carrière. Et tu vois, je suis encore... si on a envie de se dire, est-ce qu'il y a un match à distance Belichick-Brady cette année, je suis pas sûr que Belichick l'a encore perdu, tu vois. Parce que s'il va en playoff ou qu'il est même à 8-8 avec ce qu'il a sans Tom Brady... c'est pas, tu vois, il a pas à rougir, quoi. Non, c'est sûr. Le flop, Raphaël. J'ai un peu cherché parce qu'on a eu tellement de prestations catastrophiques cette semaine que c'était dur de faire un tri. Du coup, je vais taper un peu plus large sur la ligue qui, à mon avis, la NFL s'est un peu foirée quand même sur cette crise du Covid, en anticipant pas si bien que ça. Là, c'est en train de partir en cacahuète. Et je pense qu'il y a eu, enfin, tu vois, le plan B pour les playoffs qui arrive qu'en semaine 11, le fait qu'il n'y ait pas eu j'ai lu pas mal d'articles là-dessus sur pourquoi ne pas avoir fait une semaine blanche en milieu de saison qui aurait permis justement de rattraper, en plus des bye week, de rattraper certains matchs. Pourquoi ne pas même avoir fait, certains disent pourquoi ne pas avoir pensé à une semaine blanche aussi juste avant les playoffs pour rejouer des matchs en retard, enfin tu vois, et la Ligue finalement ne s'est donné aucune marge de manœuvre en ne prévoyant pas d'espace de rattrapage, si ce n'est les bye week d'équipes, et donc tu défavorises certaines équipes qui n'ont plus leur bye week, tout ça, donc un petit manque d'anticipation, et j'espère qu'on va pas trop le payer. Mais oui, moi j'ai promis dans le fauteuil de ne pas rentrer dans les polémiques ou quoi, parce que je sais pas ce que j'aurais fait à leur place, et voilà, et je voulais pas rentrer dans ces trucs là, donc mais je comprends qu'on puisse penser ça. C'est pas évident. En effet, clairement, maintenant, moi j'essayais de prendre le côté positif dans le fauteuil. Je disais, si en septembre on nous avait dit après 12 semaines on aura réussi à jouer tous les matchs, déjà, tu vois, j'aurais été content. Oui. Genre, on est proche de la fin, tu vois. Genre, certes. Mais clairement, là, maintenant, on est un peu en mode bourrinage, quoi. Ah là, ça va bourriner pour que ça passe, sincèrement. Donc, mais voilà, après, vous voyez, j'ai du mal à juger le truc.
c'est ce qu'on dit, hein, gouverner, c'est anticiper. Ouais, je sais, mais c'est tellement ouf ce qui se passe que ouais. Mais encore une fois, je comprends qu'on puisse le penser. Il n'y a pas de souci là-dessus. Écoute, moi, je vais retourner. J'ai du mal à me décider sur mon flop parce qu'il y en a un qui s'est glissé comme ça cet après-midi là dans mon flop potentiel. J'en ai deux. C'est deux coachs encore. Bon, il y a Adam Gaze. Alors, je sais pas si tu as vu cette sortie en conférence de presse assez incroyable parce qu'il y a quelques semaines, il avait dit qu'il lâchait les choix offensifs à un de ses assistants. Il y a un journaliste de New York, je crois, qui l'a coincé en conférence de presse qui disait mais attendez, on a regardé, votre assistant il foutait rien en fait sur le bord de touche. À un moment, on voyait qu'il avait pas de cahier de jeu dans les mains et qu'il appelait pas les trucs. Et pourtant, ça jouait sur le terrain et tout. Et Gaze tourne autour du pot, tu sais, en mode genre non mais c'est lui, mais des fois je relaye ses appels. Mais et donc tu sais genre c'est une conférence un peu surréaliste et il a donné une nouvelle conférence de presse je crois ce lundi où il a dit non mais en fait je veux pas dire qui c'est qui appelle les jeux parce que je veux pas donner un avantage compétitif à nos adversaires. Il a une équipe à 0 victoire. Genre quel avantage en vrai. Il a marqué 3 points aux Dolphins en 2 matchs. Tu te rends compte qu'ils ont marqué 3 points aux Dolphins en 2 matchs. Terrible. Non mais terrible. Et le gars il est là. C'est un sketch. Il est à la ramasse, sincèrement là. Le gars il est dans son monde. Il est en train de dire non je veux pas leur donner un avantage. Mais quel avantage. Genre quel avantage. Franchement tu peux même annoncer les gens ils pourraient te donner leur jeu défensif que t'aurais déjà pas un avantage tu vois. Donc c'est un truc de fou quoi. Terrible. Et donc ça m'a plié de rire. Mais le truc c'est qu'il a un challenger si tu veux qui s'appelle Jim Schwartz. Et alors Jim Schwartz c'est un mec tu vois qui est dans la psychologie. C'est-à-dire que le type, il est allé voir, donc il est coordinateur défensif des Eagles, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Il joue Seattle lundi soir, et là il se dit, je vais aller voir DK Metcalf avant le match, et je vais lui dire, écoute mec, j'ai coaché Megatron, Calvin Johnson, et bah t'es pas encore à son niveau. Et donc là, forcément, Metcalf, il plante 10 réceptions, 177 yards, c'est son meilleur match en carrière, et en conférence de presse d'après-match, il dit, il y a Jim Schwartz qui est venu me voir avant le match, mais il m'a rendu ouf quoi. Je dis mais le gars a zéro psychologie. Non, c'est vrai donc que déjà c'est assez étonnant ouais, comme non mais déjà de base c'est complètement teubé. C'est-à-dire que évidemment le gars il peut dire oui c'est vrai je suis pas au niveau de Megatron. Bien sûr Johnson, c'est pas un problème ouais. Mais tu vois dans les faits tu vas dire ça à un compétiteur juste avant un match. Ouais non c'est. Tu vois genre le mec il est pas là parce qu'il est gentil et qu'il voulait être deuxième. Tu lui dis hey, j'ai coaché un mec qui était meilleur que toi. Mais forcément le mec il va vouloir te dézinguer dans les 10 minutes qui suivent, c'est complètement teubé. Ouais, non, c'est vrai qu'en termes de psychologie là c'est. Non mais et alors le pire c'est qu'après j'ai pensé à la deuxième lame, c'est que j'ai réfléchi au fait que Jim Schwartz avait coaché Calvin Johnson. Mais le mec va quand même voir DK Metcalf en lui disant hey, tu sais le mec qui a pris sa retraite tellement il en avait marre parce que notre franchise était pourrie, c'est moi qui le coachais mon gars. C'est moi qui ai ruiné sa carrière. Ouais non c'est un sacré psychologue ouais, là pour le coup. Parce que je crois que c'est ça qui est encore mieux, c'est que Schwartz il va voir le mec en disant Calvin Johnson je l'ai coaché, mais tu sais genre il a rien fait. C'est pas j'ai gagné avec Calvin Johnson, c'est j'ai ruiné la carrière de Calvin Johnson. Tu vois c'est ça quoi. Mais ce niveau de psychologie quoi, le gars il sait pas comment il marche les sportifs. Tu m'étonnes que j'ai adoré. Mais tu sais, quand j'ai vu que Metcalf racontait ça, je me suis dit, non, mais c'est pas vrai, c'est une connerie, tu vois. Genre, non, le gars, il est bien allé le voir avant le match en lui disant, hey, tu sais, j'ai déjà coaché des mecs qui sont meilleurs que toi. Hein. C'est ouf. Il y a des mecs, franchement, tu comprends pourquoi ils sont. Enfin, ouais. Tu comprends pourquoi ça a pas marché à Détroit pour Jim Schwartz. Hein. Ah, bah, en tant que head coach, du coup, non. C'est sûr. Ouais, là, ça... C'est. Voilà. Donc, ils m'ont fait beaucoup. Entre Adam Gaze et Jim Schwartz, franchement, je suis. Des champions. J'espère vraiment que quelqu'un va récupérer Adam Gaze quelque part et que Jim Schwartz sera son prochain assistant coach défensif. Parce que y a un vrai potentiel comique hein. Là on est quand même sur du pas mal. C'est comme ça que se termine l'épisode 382 du podcast Jeune Actu. Je vous rappelle que l'émission du jour vous est présentée par l'agence immobilière Domis, spécialiste dans l'investissement immobilier à Montpellier depuis plus de 20 ans. Vous les retrouvez sur domis.com, domis.com et dans leur agence. Et encore une fois on remercie Laurent, son cofondateur, qui est un de nos tipeurs qui a choisi la contrepartie partenaire, et on est très heureux de l'avoir en partenaire de l'émission pendant ces 2 prochaines émissions. On remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, encore très nombreux cette semaine. Je passe 1 heure par jour à faire des enveloppes, Raphaël, en ce moment, tu peux pas savoir.
Je vais acheter un. Faut que je me mette. T'as ubérisé la poste, quoi. C'est ça. Il faut que j'imprime les adresses sur les enveloppes, que je trouve un moyen de les imprimer parce que je les écris à la main. Et donc déjà j'ai plus l'habitude d'écrire au stylo, donc j'ai mal à la main. Mais c'est plus personnel, c'est beau. Ah ouais. Et en plus le truc c'est que par contre j'écris très mal. Donc on remercie Jules, Jean-Guillaume, Griff26, Dopounet, Thierry, MBK59, Swaf99, Champio, Lionel, TOL6, Valentin, Jean Bassonkou, Obi-Wan CC, Jim Bronze, Giginho Del Barrio, Guillaume, Bertrand, SC2 Croc, APG, Domis, Ek et Ekail. Tu vois, je te mens pas, c'est juste cette semaine. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. C'est juste depuis mardi dernier. Je les prends tous les mardis matin et c'est hallucinant. On a explosé le record, je vous le dis, sur Tipeee. On a fait quasiment 2500 € sur le mois de novembre. C'était incroyable. Donc merci encore à vous pour votre soutien. Et a priori là on continue à nous soutenir. On se dirige tranquillement vers peut-être la nouvelle version du site qu'on espère vous proposer au printemps. On l'a dit plusieurs fois dans le fauteuil et dans les émissions, on essaie d'être prudent. On gère tranquillement la crise Covid aussi et les baisses de certains revenus publicitaires. Mais énorme merci pour votre soutien parce que c'est vraiment vraiment important pour nous et ça nous fait vraiment vraiment du bien. Et surtout ça nous fait très plaisir. Merci pour vos mots parce qu'il y en a qui sont très touchants. Alors je vais pas donner des détails perso de tout le monde ou quoi, je sais pas, parce que je sais pas si les mots sont publics en fait quand les gens nous les envoient sur le Tipeee. Je crois que t'as le choix de le mettre public ou non. Ouais, voilà. Mais en tout cas, merci pour vos petits mots parce que des fois c'est très touchant et on les transmet, c'est moi qui les vois, mais souvent je fais des copies d'écran et je les envoie à toute la rédaction parce que ça nous fait vraiment vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes là, que vous nous soutenez, que vous nous écoutez, qu'on vous accompagne parfois depuis longtemps, parfois dans des moments difficiles et voilà, ça donne vraiment beaucoup de sens à ce qu'on fait et ça fait très plaisir de l'entendre. Donc n'hésitez pas quand vous mettez un tip à mettre un petit mot, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup Raphaël. Merci à toi. Les rendez-vous habituels pour nous suivre, touchdownactu.com pour le site, Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram @touchdownactu en entier, @Raphaël_TDA pour Raphaël, @Alain Mattei pour moi-même. Petit agenda d'ailleurs, live draft mercredi 2 décembre à 18h sur la chaîne YouTube. Jeudi, ce sera la preview de la semaine et samedi, la nouvelle émission draft arrive avec Victor Roulier et Grégory Richard. Et oui, c'est un très gros programme. Ça vous voyez, vous nous motivez. Donc merci encore une fois. C'est aussi parce que vous êtes là qu'on est motivé à faire tout ça. Merci encore Raphaël, je te souhaite une très bonne semaine. Je te dis jeudi, de toute façon on se retrouve tous les deux jeudi. À très bientôt à tous, ciao ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tablettes au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.